Bonsoir à chacune et chacun. Très heureux de vous retrouver ce soir pour cette nouvelle conférence dans le cadre des 10 ans de TAD. Un séminaire qui comprend 22 conférences, une table ronde. Et nous remercions un certain nombre d'entre vous pour votre fidélité, puisque on retrouve un certain nombre de noms connus, en tous les cas qu'on a vus lors de conférences précédentes. Alors ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir Brigitte Denis. Brigitte Denis, moi la première fois que j'en ai entendu parler, ça remonte à assez loin, puisqu'en 2003, donc voilà, c'était le lancement de TAD aussi, Brigitte avait publié un article dans la revue Distance et Savoir, et à plus d'un titre, et je crois que je suis pas le seul, je considère que cet article a été vraiment fondateur pour penser la formation des tuteurs à distance. Et aujourd'hui, Brigitte va nous parler d'un certificat de tuteur à distance, un certificat universitaire qu'elle a mis en place l'an dernier. Il y a d'ailleurs une personne dans l'assistance qui a suivi ce certificat, donc on pourra peut-être tout à l'heure lui donner la parole pour qu'il puisse témoigner aussi. Et donc, je pense pas me tromper, Brigitte, en disant que cette année, c'est la deuxième session. Oui, ça va bientôt Oui, commencer. tout à fait. Ça va bientôt commencer. Alors bon, c'est très bien. Si ça n'a pas commencé, peut-être qu'il y a encore des possibilités pour certains qui sont dans l'assistance de prendre contact. Alors durant cette conférence, vous allez pouvoir interagir par écrit à travers le chat qui se situe en bas à gauche de votre écran. Et puis, vous pouvez aussi utiliser le fil Twitter en utilisant le hashtag TAD10, TAD10. Je tiens à remercier aussi notre partenaire, Classilio, qui est le distributeur de cette classe virtuelle en France. C'est un produit québécois et qui nous met cet outil gracieusement à disposition pour réaliser ces différentes conférences. Alors sans plus tarder, je vais donner la parole à Brigitte. Peut-être j'aurais dû préciser quand même que tu étais enseignante-chercheuse à l'Université de Liège et que tu diriges le laboratoire CRIFA. Voilà qui est fait. À la fin de cette conférence, enfin de ta prise de parole, Brigitte, eh bien, nous aurons un temps d'échange d'une quinzaine, une vingtaine de minutes. Eh bien, c'est à toi, Brigitte. Esther et moi, nous nous éclipsons, mais restons bien présents quand même pour t'écouter. À toi. Merci beaucoup, Jacques. Voilà, le moment est venu de vous parler du certificat en formation à distance, en tutorat à distance. Alors là, je suis un petit peu perdue, Jacques. J'ai oublié de répéter le passage à la dia suivante. Voilà, j'y Alors, arrive. Non, non, voilà. ça va. Donc, oui, tu as mis une sorte de carte de visite avec le résumé de la conférence d'aujourd'hui. Donc, je vais vous parler de ce certificat d'université en tutorat à distance, mais vu sous l'angle notamment d'une formation isomorphique. Je vous expliquerai de quoi il s'agit pour acquérir des compétences de e-tuteur. Alors, ce certificat en tutorat, il est organisé par l'Université de Liège, par le Centre de recherche sur l'instrumentation, la formation et l'apprentissage, dont je suis la directrice, mais il est aussi organisé en collaboration avec une haute école qui s'occupe de la formation des maîtres, des catégories pédagogiques, et il est soutenu par le Conseil interuniversitaire francophone. Donc, c'est dans le cadre de formation continue qu'on amène ce type de formation. Alors, je vous parlerai dans le cadre de cette conférence du contexte qui nous a amené à mettre sur pied ce dispositif. Puis on parlera aussi des compétences du e-tuteur, la méthodologie mise en œuvre dans le dispositif de formation ici, et des étapes de la formation. On verra notamment
en quoi elles répondent à ce fameux principe d'isomorphisme. Et puis après avoir parcouru les étapes de la formation et diverses activités qui y sont proposées, je vous donnerai quelques conclusions, notamment suite à la première année qui a été mise en œuvre pour ce certificat. Le contexte pour commencer. En fait, à l'origine du projet, nous avons la multiplication des dispositifs de formation à distance. C'est pas à vous que je dois le dire, vu que ces dispositifs se multiplient. Et de notre côté, donc les dispositifs ils se multiplient aussi bien dans l'éducation formelle qu'informelle. Étant donné aussi l'expérience que nous avons ici au CRIFA de l'Université de Liège dans le domaine à la fois de l'e-learning, mais aussi de la formation des tuteurs à distance, je pense que en termes d'expérience phare, c'est notamment le dispositif d'apprentissage collaboratif à distance que certains connaissent, le dispositif LearnNet, qui avait été mis sur pied en 97, qui a notamment valu les premières formations de tuteurs à partir de 99, parce qu'on s'était rendu compte que bon, c'était quelque chose de vraiment nécessaire pour pouvoir effectuer un suivi efficace et avoir une certaine efficacité au niveau des apprentissages dans le cadre de dispositifs de collaboration à distance. Je reviendrai d'ailleurs dans le cadre de la conférence sur quelques exemples qui seront pris dans le cadre de ce dispositif LearnNet. Sachant aussi que la conception de dispositifs de formation à distance implique non seulement un travail d'équipe, on sait qu'il y a des rôles variés dans les dispositifs de FAD, que c'est pas seulement un choix d'outils, il suffit pas de choisir une plateforme puis de dire bon, on va déposer quelques petits documents puis on appellera ça formation à distance. Sachant aussi qu'il faut réfléchir sur le tutorat à distance dès la conception du scénario pédagogique, ça c'est une recommandation qu'on peut vraiment faire. Et donc il y a une importance aussi pour former les tuteurs. Il ne s'agit pas de dire le dispositif sera tutoré, il faudra encore dire en quoi essayer de s'accorder pour que ce tutorat soit le plus pertinent, le plus adéquat possible pour atteindre les objectifs du dispositif. Sachant tout ça, on a décidé ici à Liège de mettre sur pied ce certificat en tutorat à distance. Alors, le certificat en question, c'est son objectif principal, il est déterminé comme suit. Donc, à l'issue de la formation, le tuteur, le e-tuteur, il sera capable de s'intégrer dans un dispositif de formation à distance, mais aussi d'interagir avec les apprenants pour stimuler le processus d'apprentissage de ces apprenants et aussi pour stimuler l'acquisition des compétences qui sont visées dans leur formation. Ça, c'est l'objectif vraiment général du certificat. Alors, à qui s'adresse ce certificat? Bien, il s'agit de toute personne qui est susceptible d'intervenir en tant que e-tuteur dans un dispositif d'apprentissage à distance, tout e-tuteur qui souhaite acquérir des compétences dans ce domaine. Donc on est aussi bien dans le domaine de l'enseignement ou d'autres types d'organisation, on est aussi bien dans le domaine du formel que de l'informel aussi. Tout ce qu'on souhaite au niveau du public cible, c'est si possible que les participants aient déjà une expérience dans le domaine de la formation et qu'ils disposent aussi de certaines compétences en TIC, notamment en termes d'usage de différents logiciels, donc des logiciels de production et aussi de communication, mais aussi en pédagogie générale. Donc ici, il ne va pas s'agir de parler de maîtrise des technologies, on ne va pas travailler ça, on ne va pas travailler énormément de compétences en pédagogie, donc il y a vraiment des prérequis qui doivent être déjà installés. Et aussi, une des conditions, c'est d'avoir un terrain d'expérimentation pour mettre en œuvre ce dispositif de tutorat à distance, parce que ce certificat, cette formation, elle va s'axer vraiment sur la pratique et sur le projet des participants, comme on va le voir par la suite. Alors, au niveau des conditions d'accès du certificat, il faut un diplôme de deuxième cycle de type long, donc c'est au moins un bac plus 4, ou alors un diplôme bac plus 3 plus une expérience professionnelle de minimum 2 ans. Ça, ce sont des contraintes administratives, vu qu'il s'agit d'un certificat d'université.
Mais on peut aussi valoriser les acquis de l'expérience sur base aussi d'éléments probants. Par exemple, si on a déjà pas mal d'expérience professionnelle dans le domaine, donc on peut aussi proposer un dossier de validation. Pour s'assurer aussi qu'on ne se trompe pas tant du côté du participant que du côté des encadrants, il y a un entretien individuel avant la formation pour être sûr que le participant va avoir aussi une formation qui va assez bien répondre à ses attentes. Donc, il va être amené à décrire, à préciser son projet et ses attentes en matière de formation. Au départ, il y a un formulaire en ligne à rentrer, mais il y a aussi cet entretien individuel pour vraiment vérifier que l'offre et la demande correspondent assez bien. Ce qui veut dire aussi qu'on va travailler dans des conditions je veux dire, très agréable. On aura un public qui sera non seulement déjà motivé à participer au dispositif, mais qui normalement devrait y trouver de quoi répondre à ses attentes. Alors en termes d'organisation et de programme de formation, il y a 3 modules, enfin 3 grands temps dans le dispositif. En termes académiques, ça constitue 9 crédits qui sont à valider sur un an. Un crédit, en général, ça correspond à une trentaine d'heures de travail. Mais à nouveau, là, au niveau des crédits, bon, certaines personnes vont peut-être parfois prendre plus de temps ou moins de temps pour certaines tâches. Tout dépendra de leur expérience préalable aussi et puis du degré d'approfondissement que les personnes veulent noter. Il faut se rendre compte que c'est quand même une formation assez conséquente. Assez conséquente, mais qui ne comporte que 3 journées en présentiel. Ce sont 3 samedis en général. 3 journées assez bien remplies. Les personnes sont présentes de 9 heures à 17 heures. Ça se passe à Liège. C'est une condition incontournable. On a voulu un dispositif hybride avec quand même très peu de journées en présentiel, mais qui nous paraissent nécessaires aussi, il faut dire aussi faciliter les contacts et les interactions. Les personnes s'en sont trouvées assez contentes, je dirais même plus que satisfaites. Et on a notamment un participant qui a fait le trajet, mais de très loin, puisqu'il est venu de Tunis. Donc, quand je parle de personnes motivées, vous voyez jusqu'à quel point elles peuvent l'être. J'ai repris à titre indicatif les dates de l'an dernier. Pour cette année, ce sera décembre, février et avril, très probablement. Il reste encore un petit point d'interrogation. Alors, il y a aussi toute une série d'activités à distance que je vais détailler par la suite quand je vais vous parler plus avant du programme de formation et des étapes de la formation. En termes de compétences du tuteur, je vous ai dit au départ l'objectif global, général du certificat, mais les compétences du e-tuteur, on peut les situer selon 5 points. Il y en a 5, les compétences vraiment terminales, on pourrait dire. La première, c'est d'arriver à situer son action de tutorat parmi des rôles qui sont joués par différents acteurs d'un dispositif de e-learning, et aussi situer son rôle par rapport aux options épistémologiques, à la méthodologie, aux théories de l'apprentissage qui vont sous-tendre le dispositif de formation. Donc, il faut vraiment arriver à s'intégrer, se situer en tant que tuteur, dire bon, ben, qui je suis là-dedans en fonction du dispositif dans lequel j'interviens, comment vais-je intervenir. Puis, c'est d'être aussi capable de tutorer des activités à distance en fonction des rôles qui seront assignés au tuteur, décidés par lui, voire aussi en collaboration avec les concepteurs du dispositif. On verra aussi que selon les types de dispositifs, eh bien, une ou plusieurs personnes vont intervenir dans la mise au point du profil, on va dire, du tuteur à distance. Une troisième compétence, c'est de pouvoir porter un regard réflexif sur ces pratiques de tutorat et de les réguler au besoin. Là, on est dans l'animation. Le tuteur est amené à tutorer. Normalement, il a un profil de référence, on va dire, mais il doit s'ajuster forcément au terrain, au contexte. Et il doit aussi assez régulièrement porter ce regard réflexif en fonction de ce qui se passe sur le terrain pour voir si tout fonctionne bien, s'il faut rectifier le tir ou pas.
Et puis finalement, il y a aussi ce fait de partager son expérience de tutorat avec d'autres collègues, que ce soit au sein d'un même dispositif, mais aussi à l'extérieur, notamment, ça pourrait être par exemple en travaillant, en partageant cette expérience via la communauté de TAD. Alors, les compétences du tuteur, je ne sais pas si vous arrivez à bien les lire. Si vous avez de très bonnes lunettes, vous pouvez voir que nous avons repris ces compétences, mais elles se déclinent à nouveau en différents domaines. Vous avez un code couleur qui annonce qu'il y a des compétences en termes pédagogiques, elles sont en bleu foncé ici, des compétences aussi au niveau technologique qui se retrouvent en mauve, des compétences en termes socio-affectifs, au niveau aussi organisationnel, disciplinaire, et notamment lié à l'évaluation, et aussi au niveau métacognitif. Donc, si on, par rapport, donc ça nous fait, ces grandes compétences s'éclatent en compétences de divers types qui vont au fur et à mesure être travaillées dans le dispositif de formation. Par exemple, par rapport à l'action de tutorat qu'on va situer parmi les rôles joués par différents acteurs du dispositif de formation et par rapport aux options épistémologiques du dispositif, il y aura le fait de nuancer les rôles du tuteur en fonction du contexte de formation considéré. Il faudra aussi déterminer son profil d'intervention sur base des options épistémologiques et des activités qui sont prévues dans le dispositif. Donc on voit qu'on concrétise, chaque fois qu'on va un peu plus loin, ici dans cette carte conceptuelle, eh bien on voit, enfin dans cet arbre, on voit qu'on précise des choses. Quand il s'agit de tutorer des activités à distance en fonction des rôles assignés au tuteur, il va falloir là appliquer le profil préconisé. Il va falloir aussi respecter ce que nous appelons la triple concordance entre les objectifs qui sont visés, les interventions du tuteur, les activités menées et l'évaluation. Il faut aussi pouvoir conseiller une méthode de travail adaptée en fonction des variables individuelles de l'apprenant, mobiliser aussi toutes ses connaissances en pédagogie pour stimuler la motivation de l'apprenant. Donc chaque fois qu'on a une de ces compétences qui sont déclinées en fonction de ce principe de triple concordance entre objectifs, compétences et évaluation, eh bien, on va chaque fois avoir des activités qui seront liées, qui vont permettre de travailler cette compétence donnée. Alors, en ce qui concerne par exemple des compétences au niveau technologique, celles que l'on trouve en mauve sur le schéma, ce sera davantage la maîtrise en tant que formateur, tuteur formateur, des fonctionnalités de la plateforme d'enseignement à distance ou de formation à distance, et pouvoir aussi utiliser divers outils technologiques qui soient intégrés ou non à la plateforme pour pouvoir supporter ces activités d'apprentissage à distance. Bon, le volet communication, recherche d'informations, capitalisation aussi des infos, le partage, la création de ressources parfois, la planification du travail, tout ça sont des outils qui sont aussi utilisés qui peuvent être utilisés par le tuteur. Donc il a quand même une maîtrise en termes technologiques qui devrait intervenir dans ses compétences. Puis il y a des compétences en termes plus au niveau plus socio-affectif, où on va retrouver ces éléments de clarification des modalités d'interaction vis-à-vis de l'apprenant, pouvoir dire moi tu peux compter sur moi pour faire pour avoir tel type d'interaction, pour pouvoir être là à tel ou tel moment pour je sais pas moi 2 fois par semaine par exemple, etc. Pour voir aussi, le tuteur doit aussi participer aux échanges synchrones et asynchrones, en tout cas à certains moments, et si c'est défini dans son profil, donc en fonction des types d'activités, faire respecter certaines étiquettes si elles existent, les étiquettes donc sur les modalités de communication, tout ça peut faire aussi partie des compétences du tuteur. Alors, on a aussi des compétences au niveau plus organisationnel pour stimuler l'organisation et la planification des tâches et gérer aussi la remise des travaux. C'est quand il y a des travaux, comme dans le cas de ce certificat, eh bien, c'est quand même il y a parfois des rappels à faire. Ça peut être fait automatiquement via la plateforme ou bien par un être humain qui est le tuteur. Il y a la question des compétences disciplinaires, c'est toujours quelque chose qui est
en débat et selon les dispositifs de formation à distance, le tuteur peut être un expert matière ou pas. Donc tout ça fera partie ou non du profil selon le dispositif considéré. On a aussi des éléments au niveau métacognitif, dans le sens de pouvoir mener un processus réflexif. Là, on est du côté de la compétence porter un regard réflexif sur les pratiques de formation et les réguler. Bien pouvoir, dans certains cas, tenir un carnet de bord ou bien pouvoir ajuster ses interventions fait partie de ces compétences-là. En termes de méthode et de méthodologie, nous pouvons épingler notamment le principe assez fondamental qui est celui d'isomorphisme dans ce dispositif. Alors, qu'est-ce que c'est l'isomorphisme en pédagogie, hein? On n'est pas en maths ici. C'est le fait de faire vivre aux apprenants des activités ou des méthodes que l'on souhaiterait éventuellement leur voir mettre en œuvre dans leur propre dispositif de formation. Donc ils vont avoir un vécu dans la mise en place de ce dispositif qui est le certificat en tutorat à distance, qui fera qu'ils vont vivre différents types d'activités basées notamment sur des principes andragogiques, hein. Donc on va favoriser le projet, par exemple, une pédagogie axée sur le projet, la contextualisation, une certaine utilité des activités menées, aussi un contrat assez clair avec l'apprenant tuteur qui fera qu'on aligne aussi les intérêts et les objectifs, surtout ils sont clarifiés dès le départ. Le projet professionnel personnel, parfois institutionnel aussi, c'est le fil conducteur de la formation. Donc, je vous ai dit au départ qu'il fallait, lors de la sélection des candidats, il faut quand même qu'on puisse travailler, qu'on ait un terrain d'expérimentation et que les activités qui sont proposées ici dans le certificat, en fait, on va essayer qu'elles apportent une plus-value assez directement au projet du participant, donc que ça rentre vraiment dans sa pratique, que le temps consacré lui permette d'avancer, d'approfondir sa pratique, mais ne donne pas rien que du travail supplémentaire non exploitable tout de suite. Alors l'option épistémologique, c'est le socio-constructivisme, donc la mise en action des sujets, les interactions entre pairs sont valorisées ici. C'est un apprentissage qui va être actif et contextualisé, hein, donc basé sur le projet. Les activités sont principalement à distance et elles sont aussi tutorées. Donc ça veut dire qu'en termes d'isomorphisme aussi, l'apprenant va vivre une expérience d'apprentissage à distance. Donc il vivra, le participant est dans la peau de l'apprenant à certains moments. Il a un tuteur qui est dédié, ici c'était une tutrice, qui le suit durant son parcours. Et il y a des échanges avec ce tuteur, à la fois pour la gestion des travaux personnels, la constitution progressive d'un portfolio. Il y a, vous le verrez dans les activités, la tenue d'un carnet de bord qui permet de réfléchir aussi sur l'évolution, sur son processus d'apprentissage en tant que tuteur, sur les tâches menées, les travaux menés, etc. Alors, on a aussi au niveau des principes, donc des travaux pratiques qui vont impliquer l'usage d'outils technologiques qui vont soutenir notamment ces interactions entre tuteurs et apprenants. Je vous ai dit tout à l'heure, ça peut être à la fois une plateforme d'enseignement à distance, nous on utilisait dans ce cas-ci Blackboard, mais aussi ça peut être d'autres outils, par exemple des outils d'édition collaborative, donc des suites bureautiques en ligne par exemple. Il y a des tâches individuelles et des tâches collaboratives, donc à nouveau ça fait partie du panel du vécu des apprenants. Il y a par exemple des analyses de cas qui sont proposées soit par les encadrants, soit par les apprenants, toujours pour ancrer la réflexion et l'apprentissage dans le vécu des formés. Alors on utilise des méthodes aussi pour ne pas faire passer son temps à faire des exposés simplement de la transmission-réception. Une méthode de lecture, question-réponse, parfois on dit test aussi, mais ici on n'a pas testé nos apprenants, donc la méthode
LQRT qui avait été développé par Dieudonné Leclerc. Donc la personne, le participant lit un document, s'il a des questions à poser, il les pose, et puis à réponse soit par le formateur, soit en séance, soit à distance. Et puis une autre méthode, ça peut être de lire un document, de faire une synthèse en séance par sous-groupe et puis de débattre. C'est une variante. Au niveau, il y a aussi une évaluation, hein, donc on est dans un certificat, hein, donc il y a un certificat, un diplôme à la clé, mais il y a surtout une évaluation continue et formative qui amène à vraiment progresser. Ça se fait à la fois sur base de la participation effective aux activités, puis dans les activités, il y a aussi des critères d'évaluation qui sont déterminés, qui sont communiqués aux apprenants. Chaque fois dans la fiche d'activité où on retrouve les consignes, les étapes de l'activité. Il y a aussi toute une auto-évaluation qui est réalisée via l'analyse réflexive qui est menée tout au long du parcours de formation à travers un carnet de bord ou des commentaires réflexifs qui sont menés à propos des différentes activités. Il y a aussi une entrevue avec les membres. Là, c'est plus le volet plus formel, on va dire, mais c'est aussi une phase plus finale, c'est la conclusion, hein, où il y a un entretien avec les membres de l'équipe enseignante sur base à la fois du portfolio de l'apprenant, hein, c'est un document, une compilation des travaux et des commentaires réflexifs, et aussi d'un article de synthèse qui permet de refaire le point sur la pratique, enfin toute l'évolution du projet. Alors, je vous ai parlé de cette triple concordance entre compétences, activités d'apprentissage et évaluation. C'est vraiment aussi un des fils conducteurs de nos dispositifs de formation. Moi, j'appelle ça aussi un peu le kit de base en pédagogie. Hein. À partir du moment où on sait où on va, les compétences qu'on veut viser, on doit développer des activités d'apprentissage qui sont en rapport avec ces compétences. Il faut les travailler lors d'activités d'apprentissage. Et aussi, à un moment donné, il faut quand même essayer de vérifier dans quelle mesure ces compétences ont été travaillées, sont là ou pas. C'est un processus qui, bien sûr, se fait aussi sur le long terme. Hein, ça peut être aussi donc de façon continue, formative, mais aussi lors du certificat. Quand on a une concordance entre deux de ces pôles, on a automatiquement la troisième qui suit. Alors, au niveau de la triple concordance, voilà un exemple. Si on reprend la compétence, situer son action de tutorat parmi les rôles qui sont joués par différents acteurs d'un dispositif de e-learning et par rapport aux options épistémologiques qui sous-tendent le dispositif, eh bien, il y a différentes activités qui sont menées. Par exemple, le partage de ces représentations à propos du tutorat à distance, ça se fait avec les pairs. Vous verrez lors de la description du dispositif comment on s'y prend. Et il y a donc un travail qui se fait et on peut évaluer ça en voyant les réflexions sur l'activité qui sont menées en séance, en se disant à propos du partage, j'ai énoncé mes représentations, voilà ce que ça m'a apporté. Donc il y a quelque part des traces qui permettent d'évaluer si certaines choses ont été réalisées ou non et s'il y a un certain degré de maîtrise. Une autre activité, c'est d'expliciter les rôles possibles d'un e-tuteur selon différents dispositifs. Et là, il y a une synthèse qui est effectuée aussi par les participants. On peut aussi décrire le type de dispositif dans lequel le e-tuteur va intervenir. C'est important pour situer son rôle parmi dans le dispositif de formation. Et bien là, on recourt, c'est instrumenté, cette description du dispositif, et on va repérer au niveau de l'évaluation qu'il y a bien présence de différents éléments qui permettent de comprendre effectivement le dispositif de formation. Et ainsi de suite, quoi. Si on veut, on va amener aussi l'apprenant à décrire les acteurs qui interviennent dans le dispositif, et on verra au moment de l'évaluation s'il y a effectivement des acteurs qui sont identifiés, et si des rôles sont définis, et ainsi de suite. Au niveau des étapes de la formation proprement dite, là je reviens au fameux schéma dont Jacques parlait lors de l'introduction, qui est repris dans l'article que j'avais publié dans Distance et Savoir en 2003. Ça passe par différentes phases dans lesquelles on va pouvoir retrouver aussi
trois modules qui font l'objet du certificat. Donc il y a tout un bloc qui va viser à plus, qui va plus être centré sur la scénarisation du e-tutorat, puis sur l'animation proprement dite, et puis enfin sur la régulation de la pratique et le partage des pratiques. Alors du côté de la scénarisation, on va passer par différentes étapes. On reprend par exemple, je vais les passer en revue en illustrant quelques types d'activités qui sont menées dans le certificat. Je pourrais pas tout détailler parce que bon, c'est quand même, ça prend pas mal de temps. Mais si on prend le volet le vécu, les participants ont normalement déjà une certaine expérience. Ils ont un vécu soit en tant qu'apprenant, soit en tant que tuteur déjà, ou que concepteur de dispositifs. Et on va les amener lors de la séance en présentiel, dans ce cas-ci, lors de la première séance. Alors, lors de la première séance, il y a une introduction, on rappelle les objectifs, les compétences, la méthode, la triple concordance. Puis on est amené à passer à travers cette étape et à témoigner par rapport au vécu d'une expérience de tutorat. Et bon, comme ça, on a un premier partage par rapport au type de dispositif dans lequel on peut se retrouver et des types d'interventions qui venaient du tuteur, si on était par exemple apprenant ou si on était tuteur. Ensuite, il y a une activité, bien sûr il y a un debriefing, puis après il y a une activité collaborative qui va permettre de davantage partager ces représentations à propos des rôles d'un tuteur. Et ça, on le fait à l'aide d'une plateforme qui n'est pas celle du dispositif du certificat en tutorat à distance. On utilise la plateforme Galanet. C'est une occasion aussi de pouvoir aller vers différentes plateformes, de varier un petit peu les types de services de formation à distance. Hein. Donc, dans le dispositif LearnNet était utilisée une plateforme qui est assez branchée apprentissage collaboratif à distance. Ça peut aussi faire un peu penser à Accolade pour ceux qui l'ont connu. Donc, on va amener les apprenants à utiliser certains des outils de la plateforme pour faire quoi? Eh bien, on va les amener à déterminer un profil de tuteur pour un dispositif donné. Ce sera une tâche collaborative à distance, il y aura une mise en commun, puis un apport d'informations comme ça pour en rajouter, pour compléter les infos. Ils vont donc être amenés à construire je vais revenir en arrière, hein, à construire ces profils. Les uns par rapport, par exemple, à un dispositif de formation où il y a un tutorat plus de type suivi individuel et d'autres groupes vont travailler sur l'établissement d'un profil, la définition d'un profil pour un tuteur qui interviendrait dans un dispositif d'apprentissage collaboratif à distance. Alors, il y a un rapport après et une discussion sur les profils obtenus. Donc, il y a eu ce vécu hein, pour faire la définition, donc toujours de l'isomorphisme. On va utiliser une plateforme pour interagir, on simule la distance, on est éventuellement dans la pièce à côté ou caché derrière son ordinateur. Il y a un petit groupe, là on était une dizaine. On avait aussi nommé une personne tutrice, enfin pour chaque groupe. Donc il y a ce vécu. Et puis après, l'établissement, la production des profils qui ont été postés, là où il a fallu s'entendre aussi pour déterminer les profils de tuteurs. On demande aussi de réfléchir à la mini-activité de tutorat qu'on vient de vivre. Qui est intervenu, qui a dit quoi, qui a fait quoi, comment est-ce que le tuteur ou la tutrice a géré l'activité, comment le groupe a-t-il fonctionné, hein, est-ce qu'il s'est autogéré, automodéré, ou bien est-ce qu'il a fallu des interventions de tuteurs. Est-ce qu'il y a aussi des liens entre le profil éventuellement qui ont été établis, notamment dans le groupe qui travaillait sur le profil du tuteur pour les activités collaboratives à distance? Eh bien, est-ce que bon, le tuteur qui a encadré les groupes avait un profil un peu proche de ce que eux recommanderaient pour une activité collaborative à distance. Et puis, bon, on leur demande aussi de faire le point pour donc une certaine réflexion sur cette expérience-là, en pensant aussi à la suite pour créer des choses en commun, obtenir un consensus lorsqu'il s'agit d'une activité de groupe.
Puis après, on fait un apport sur différentes fonctions tutorales. Ça peut être venant de l'article de Denis, ça peut être de Rodet, enfin, et encore d'autres personnes. On donne aussi des exemples de profils. Hein. On est au niveau de la charte, donc là, dans ces étapes, après avoir réfléchi sur des définitions de profil, ben, en fait, dans un dispositif donné dans lequel le tuteur ou la tutrice va intervenir, il nous semble intéressant de pouvoir mettre à plat des profils de référence. Ça ne veut pas dire qu'on va tout le temps se conduire comme ça. On émettra certaines conduites quand c'est nécessaire, quand c'est pertinent, mais on réfléchit à l'avance sur le profil qu'on voudrait mettre en place. Et ici, on donne des exemples de différents types de profils qui ont été mis au point pour LearnNet ou bien dans un autre dispositif de formation hybride où il y avait des activités à distance pour des activités de tutorat individuel ou bien pour du coopératif, enfin, différentes modalités de tutorat. Donc ils ont des exemples. Puis après, il y a au niveau de la pratique, on n'est pas encore dans la pratique sur le terrain. On entame le volet pratique, réfléchissant sur ce qu'est une pratique. Il y a déjà eu une mini pratique lors de la phase de définition du profil, mais on reprend aussi il y a toute une banque de cas qui est issue du projet LearnNet. Ah, et certaines vignettes sont soumises au tuteur et ça fera l'objet d'une activité coopérative à distance. Donc il y aura deux cas qui seront proposés ou par sous-groupe ils devront se mettre d'accord pour répondre aux cas donnés, donc discuter à distance et ça peut se faire par exemple à l'aide d'un outil d'édition collaborative qui contient aussi un chat. Dans ce cas-ci, on avait utilisé Google Drive avec le volet traitement de texte. Chaque fois, bien sûr, il y aura aussi discussion, réflexion sur ce que ça amené. Donc, on peut aussi montrer l'exemple du côté de l'animation, la régulation. On peut prendre l'exemple de LearnNet en disant bon, bah, les tuteurs ont établi un guide pédagogique, il y a eu des suivis réguliers avec des contacts par mail, des audioconférences, un forum des tuteurs. Hein, c'est l'occasion d'aller voir ce qui s'est passé dans le dispositif. Mais en fait, ici, c'est surtout eux qui vont être amenés à pouvoir animer plus tard les dispositifs. Alors, vous voyez ici que par rapport au schéma de 2003, j'ai ajouté une étape qui est l'étape de partage des pratiques de tuteurs. Ça peut être partage de pratiques pour une mise en réseau, pour éventuellement constituer une communauté de pratiques, encore que ce soit pas une chose aussi simple que ça. Je pense que dans TAD, franchement, félicitations Jacques, tu arrives vraiment à rameuter un nombre conséquent de personnes et je pense qu'on peut commencer vraiment à parler de la communauté TAD, c'est une vraie quoi. Mais c'est vrai qu'il faut à nouveau un engagement mutuel, enfin bon, tous les ingrédients nécessaires pour considérer communauté. Bon bah là aussi on peut illustrer, on illustre par le cas de LearnNet où les tuteurs LearnNet se sont mis en réseau, etc. et ont participé à différents projets, etc. Alors, on va surtout amener aussi les activités qui seront les activités à distance et qui sont en lien direct avec le projet personnel du participant. Et parmi ces activités, il y a la description du profil, du dispositif de formation et l'identification des acteurs et de leur rôle. Donc, savoir un peu dans quel contexte, dans quel jeu le tuteur joue. Et puis, l'élaboration du profil vraiment en relation directe avec le dispositif. Il y a aussi une phase où le participant va être amené à analyser un cas personnel en termes d'activités qui sont préconisées d'activités et d'intervention de tuteur. C'est à l'aide d'un outil qu'on a mis au point, qu'on a appelé le scénariogramme, un petit copyright avec Perrine Fontaine. Vous verrez, je vous présenterai quelques vignettes du scénariogramme. Et puis, il y a la phase vraiment d'animation du dispositif avec un retour réflexif qui sont proposés. Donc, ces activités-là sont vraiment
vraiment en lien direct avec le projet personnel, alors que l'analyse de cas dans le document partagé, hein, à propos de situations potentielles qu'on peut rencontrer, c'est un peu plus déconnecté de la pratique. Alors, la description du dispositif de formation, elle est instrumentée. On propose de faire la description selon un modèle qu'on appelle le diamant. C'est 16 facettes d'un dispositif de formation où nous avons au centre l'apprenant, le qui apprend, hein. Mais on peut dire qui apprend quoi, qui enseigne, avec qui. Et là, on va trouver non seulement différents rôles, mais aussi les contenus avec le quoi, les prérequis, les préacquis, les méthodes, tout ça. Donc, il y a toute une description, un document de référence là dont ils vont se servir pour pouvoir décrire le dispositif. Alors, au niveau des acteurs et des rôles, c'est aussi travailler en présentiel. On demande aux participants, selon eux, quels sont les types d'acteurs qui interviennent dans la mise en place du dispositif, quels sont leurs rôles, quelle différence il y a entre un dispositif de formation et un dispositif à distance. Donc, ils sont amenés à décliner, partager tout ça. Donc, il y a un brainstorming à propos de cela. On prend note de tout. Et puis après, on compare avec différents modèles. Hein. Bon, politesse ordonnée commence par soi-même. Bon, par exemple, cette comparaison faite dans l'article de Denis en 2003, mais ça peut être aussi, voir aussi le point de vue de la TELUC, hein, la Université du Québec, avec notamment les rôles décrits dans l'article de Paquette. Ça peut être les ressources humaines venant du web, et encore d'autres. Hein. Alors, au niveau de l'activité à distance proprement dite, eh bien là, elle est vraiment ancrée dans le terrain, donc on demande d'identifier les acteurs et les rôles. Et on va s'apercevoir ainsi que la personne qui est censée être tutrice, bon, bah, souvent, enfin, ça dépendra à nouveau des dispositifs, mais souvent, elle a de multiples rôles, c'est souvent homme ou femme orchestre, hein. Parfois, ça va de la conception, la réalisation, le tutorat, enfin, la totale, quoi. Ou alors, parfois, on est juste un tuteur qui intervient ponctuellement. Donc, c'est important aussi de pouvoir se situer, notamment pour pouvoir être aussi en concordance, par exemple, entre la vision du concepteur du dispositif et celle du tuteur. Donc, description du dispositif de formation, rappel des consignes, il faut bien garder des traces de tout ça dans le portfolio et plus tard faire un commentaire à ce propos. L'activité sur le profil du tuteur, bon, bah, c'est donc établir un profil d'intervention cohérent avec le dispositif de formation qui sera implémenté sur le terrain. On demande de déterminer des catégories de conduite et aussi de les exemplifier, donc que ce soit assez précis. Et à titre d'exemple, la tutrice, ici Perrine Fontaine, avait aussi proposé son profil par rapport à ses rôles, ses fonctions tutorales dans le dispositif du certificat à distance. Au niveau du portfolio, toute la question du portfolio, ici j'ai repris juste un petit extrait pour dire, bon, le portfolio, c'est une question, mais qu'est-ce que c'est qu'un portfolio? Ça sert à quoi? C'est quoi la réflexivité? Et il y a toute une démarche qui est discutée, décrite, discutée en séance. Hein. Bon, ben, on explique que dans notre cas, ce qu'on demande, c'est de rassembler les travaux effectués, plus des réflexions à propos de ces travaux. Ça sert de point de départ pour l'évaluation certificative, puisqu'il va y avoir tout un côté réflexif. On va faire le point dans l'article de synthèse sur ce qui a été vécu, déduit, enfin les leçons tirées. Donc dans le portfolio, on trouvera les dernières versions, enfin si jamais il y a eu révision, des traces d'apprentissage, s'il y a eu des interactions dans des forums par exemple, eh bien on demande de garder certaines traces dans des forums, des chats, parce que c'est aussi une façon de réfléchir sur tout ce qui a été mis en place. Et des réflexions sur le parcours d'apprentissage, qu'il s'agisse d'activités en présentiel ou à distance. Donc on a vraiment comme ça, on peut retracer le parcours de formation. Donc dans ce cas-ci, bon, une analyse des pratiques et des démarches, une auto-évaluation par rapport aux objectifs. Hein. Certains objectifs sont spécifiés. On peut aussi essayer de déterminer ses forces et ses faiblesses et aussi d'établir un plan d'action pour des objectifs à se fixer par la suite.
c'est aussi pouvoir s'exprimer, pouvoir se relire par la suite, hein. Bon, on est ici apprenant, mais par la suite, on animera, on tutorera d'autres apprenants, donc pouvoir relire comment on se sentait quand on devait mener ces activités-là. Bon, on se rend compte que certaines personnes se disent, oui, mais moi, je me rends compte finalement quand je demande, quand j'interviens, quand il y a certains travaux qui sont demandés, bah, le fait de le vivre moi-même, la question des délais, des deadlines, tout ça, c'est important, ou bien la clarté des consignes, tout ça va revenir. Donc c'est vraiment une occasion de tirer des leçons, de prendre la distance par rapport à sa pratique, et sachant que dans le côté réflexif n'est pas noté, quand le but c'est pas d'avoir une bonne note, ce serait trop difficile, hein, mais c'est aussi, on est en formation d'adulte, il faut responsabiliser l'apprenant par rapport à sa formation. Donc, les apprenants tiennent des carnets de bord. Le style peut être plus ou moins libre. Ça peut être schématique, ça peut être certains avaient même fait à un moment un carnet de bord sous forme vidéo. Ça peut être guidé ou non. Le choix est tout à fait libre, mais on demande que le carnet soit hebdomadaire. Enfin, en tout cas, s'il y a des actions qui ont été menées, qu'on puisse en trouver la trace. C'est envoyé à la tutrice. Donc, qui va pouvoir, en fonction de ça, jouer son rôle notamment de soutien socio-affectif, ou bien redonner certains conseils, répondre à les questions. Les contenus du carnet de bord, c'est vraiment les commentaires réflexifs par rapport à l'apprentissage. Le debriefing, je vous disais, par rapport aux activités, par exemple, les facettes du dispositif décrites, bon, ben, il y a un debriefing lors de la deuxième séance, hein, le deuxième jour, quand les personnes se revoient, il y a du temps qui a passé entre la première et la seconde séance. Donc, on voit, il y a des choses qui émergent, et on peut voir notamment dans le cas ici, c'est une des dias du debriefing, où on voyait que bon, il y avait une bonne représentation des contextes. Quand on lisait les documents, on savait dans quel dispositif les personnes interagissaient. Et puis, on voyait aussi qu'il y avait beaucoup de personnes qui n'étaient pas seulement tutrices, mais qui avaient des rôles polyvalents, et qui mettaient fort l'accent dans les profils déterminés sur les caractéristiques des apprenants. Et selon les cas, c'était plus ou moins décrit en profondeur. Au niveau des plateformes, hein, des dispositifs à distance, bon, ben, on aborde aussi en présentiel un petit peu la question de la qualité des plateformes de formation à distance, notamment parce que la plateforme que nous avons, qui est la plateforme institutionnelle ici, n'a pas une ergonomie vraiment extraordinaire. Et on a, comme ça, on peut aussi comparer avec d'autres plateformes, en faire la démonstration. Question d'élargir un petit peu la représentation pour certains des différentes plateformes, d'avoir aussi différents outils pour analyser la qualité des plateformes à distance. Donc ça correspond notamment à une des compétences qui est de type plus technologique, qui était citée tout à l'heure. Il y a un atelier en présentiel aussi, c'est un atelier scénariogramme. J'aurais dû mettre des photos, mais oui, il m'avait donné l'autorisation, c'est vrai, lorsque j'ai pris, qu'on a fait cet atelier. Donc, on s'est retrouvé un atelier un petit peu, pas vraiment en plasticine, mais on avait des vignettes. On demandait de choisir une activité dans un des dispositifs animés. Il y avait au départ différents éléments, c'était des flèches, ou des pictogrammes, tout ça. Il fallait caractériser les étapes en fonction des différents tâches, des ressources, des interventions du tuteur. Puis il y avait présentation à l'ensemble de la classe. Alors, le scénariogramme, c'est toute une histoire. Je pourrais vous faire une conférence là-dessus. Juste deux, trois idées. C'est notamment trois axes qui sont. Donc, c'est une partie du scénario où on met l'accent notamment sur les activités et les tâches qui sont associées dans le scénario, les types d'usage et des ressources technologiques et des logiciels qui sont associés, et ce qui nous concerne principalement ici, les rôles du formateur. Donc, on a transformé depuis la formation en vignette. Hein. On voit par exemple pour les outils, prendre connaissance des données, lire un document, et on va pouvoir
comme ça, avec différentes tâches qui sont identifiées, différents outils qui sont identifiés, avec différents rôles de tuteur. Hein. On a chaque fois, par exemple, gestion de l'activité, répartir en sous-groupes, par exemple, ou bien soutien socio-affectif, des éléments motivationnels. On va pouvoir arriver à décrire sous forme de pictogrammes l'activité en question. Certains la font de cette façon-là, hein, d'autres avaient fait cette ligne du temps avec différentes phases et avaient repris les différents éléments, tâches, outils et interventions de tuteur. On voit là en haut à gauche le rôle du tuteur pour l'accueil, la mise en route, l'accompagnement disciplinaire, l'autorégulation, etc. Donc c'est une façon de décrire l'élément. Puis il y a un debriefing sur l'animation. Il y a eu des descriptions, mais il y a mise en œuvre effective du profil du tutorat et entre le profil décrit de façon théorique et le profil mis en œuvre, on demande au tuteur en formation de faire le point et de voir s'il y a une congruence entre le profil théorique et celui qui a été mis en œuvre. Dans quelle mesure aussi ils estiment que leurs interventions ont un effet sur l'activité des apprenants. Et, il y a aussi toutes des réflexions sur les scénarios, les usages des outils technologiques qui sont amenés, sur ce qu'ils aimeraient développer, sur le choix des outils, la plus-value qu'ils perçoivent. Donc tous des éléments qui amènent à faire le point. Il y a une séance où il présente, lors de la troisième séance, il présente ce bilan. L'an dernier, Jacques nous avait fait le plaisir et l'honneur de venir assister à cette séance et pour pouvoir discuter aussi, réagir aux présentations et apporter aussi des informations complémentaires. Puis au niveau du bilan de l'évaluation proprement dite, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, évaluation continue et formative, donc il y a à chaque fois des feedbacks sur les activités, on ne se contente pas de rentrer des activités, et il y a le formateur, la formatrice ici dans ce cas, qui envoie un feedback chaque fois qu'il y a une activité qui a été menée. Ce n'est pas la tutrice qui évalue dans ce cas-ci, puis il y a une évaluation certificative sur base du portfolio et de l'article de synthèse qui a une structure assez classique d'un article on va dire, d'un article de description, peut-être pas un article scientifique. Alors, en conclusion, oui, normalement c'était animé, j'allais vous dire isomorphisme, oui, isomorphisme il y a eu, puisque à travers les différentes étapes de la formation qui ont été parcourues, les personnes ont eu l'occasion vraiment de vivre différentes modalités d'apprentissage à distance, d'avoir un vécu en tant qu'apprenant, et dans un dispositif tutoré, la répartition et la communication des rôles, à la fois celui de la formatrice, qui est celle qui est là présente lors des 3 journées en présentiel et qui donne un feedback sur les travaux, la tutrice à distance qui a donné son profil, tout ça, c'est important. Le côté triple concordance, on a chaque fois, on a là derrière, dans notre prépa à nous, ce lien qu'on essaie de faire pour être en phase avec cette triple concordance. Et puis, je pense qu'on peut, au vu des feedbacks qu'on a eus, voir qu'il y a une certaine satisfaction, aussi une évolution des compétences des participants que l'on observe à la fois à travers les productions qu'ils ont faites, les commentaires qu'ils ont émis, et puis les personnes ont été certifiées et ce n'était pas, c'était pas un certificat qu'on trouve dans un paquet de bonus, comme on disait avant. Voilà pour ce bilan. Donc, si vous avez des questions, ou si vous souhaitez des informations complémentaires, voilà. Très bien, merci beaucoup Brigitte pour cette présentation de ce dispositif de formation de tuteur. Alors, on a noté quelques questions, remarques sur le chat. Tu as parlé bien de la nécessité de préparer à l'avance que seront finalement les interventions tutorales. À travers 2 axes, notamment définir le profil du tuteur. Et peut-être une première question là-dessus, est-ce que tu penses qu'il peut y avoir plusieurs profils de tuteurs dans un seul et même dispositif, et qui auraient donc des rôles distincts,
ou est-ce que tu souscris davantage à la figure du tuteur orchestre qu'on a renommé dans une conférence précédente le couteau suisse et qu'on retrouve effectivement très fréquemment. Voilà. Bah voilà pour une première question. Puis on va essayer de faire des questions-réponses assez rapides pour dans les quelques minutes qui nous restent. Peut-être une première réaction Et là-dessus. donc, concernant plusieurs profils, ça peut se faire, à nouveau, ça dépend du type de dispositif. Si vous avez plusieurs tuteurs, on pourrait très bien assigner certains rôles à certains tuteurs. Par exemple, on connaît des dispositifs où le rôle de personne ressource, on va dire plus technologique, plus technique, est dédié à une personne donnée. Euh, les rôles en termes de, notamment qui sont liés aux compétences disciplinaires, hein, l'expertise contenue, est aussi parfois déterminant pour le profil du tuteur. Dans pas mal, tout dépend si on a le dispositif dont je vous parle ici, c'était une dizaine de personnes. Il y avait une tutrice. Si on prend des dispositifs comme ceux qu'on rencontre à la TELUC où il y a plusieurs dizaines, voire centaines de tuteurs, bon bah là, il y a beau y avoir plusieurs tuteurs, ça ne veut pas dire nécessairement qu'il y a une spécialisation des profils. Par contre, je ne dirais pas qu'il faut y avoir plusieurs profils dans le sens différent, du style, ah ben oui, pour, imaginons, un tutorat individualisé, bon oui, mais moi je ferai comme je veux, je vais prendre le profil que je veux, ou bien oh, puis après tout ça me regarde, j'en ai rien à faire. Je crois qu'il faut quand même un certain consensus, en tout cas sur le type d'intervention à avoir, qu'elle soit répartie sur plusieurs personnes, pourquoi pas, mais ce qui nous a amené au départ à faire de la formation de tuteurs, c'est le fait qu'on avait constaté dans le dispositif LearnNet, après 2 ans de mise en œuvre, que les tuteurs, il y en avait des proactifs, des uniquement réactifs, qu'il y avait des modes d'intervention qui faisaient qu'il y avait une certaine inégalité, je veux dire, d'encadrement, si je peux dire comme ça, et que, bon, dans certains cas, des groupes auraient pu mieux fonctionner ou résoudre des problèmes s'ils avaient été soutenus, par exemple. Donc, se mettre d'accord sur une charte de tutorat et intervenir en fonction de la nécessité de telles interventions me paraît quand même fort important. On ne peut pas laisser Ok, un groupe se oui, bien sûr. discuter en disant c'est des adultes et on verra bien, quoi, par exemple. Oui, dresser un cadre en tous les cas. Alors une première question de Patrick Lemaire qui se posait la question suivante. Est-ce que la formation peut faire abstraction de la plateforme employée? Et même on pourrait prolonger un petit peu. Est-ce que finalement les interventions tutorales, elles ne sont pas dimensionnées, voire surdéterminées par les outils qu'on utilise? Si vous êtes obligé je pense qu'il faut choisir choisir normalement l'outil. Ah oui, mais en même temps, je vis le contraire hein, avec les campus. Mais je dépasse à partir du moment où certains outils ne me conviennent pas du tout. Alors je vais en chercher ailleurs. Si j'en trouve d'autres plus utilisables ou plus utiles, hein, donc ils seront plus acceptables. Alors là, on y recourt. Donc, je crois que on ne peut pas. La formation, il y a quand même des invariants aussi dans les fonctionnalités des plateformes. Alors, le choix de la plateforme, souvent, il est quand même au niveau, quand on travaille dans des institutions, on est quand même assez régulièrement soumis au choix de l'institution. Donc, on a soit un outil très chouette ou moins bien. Mais de toute façon, on va retrouver des fonctionnalités communes. C'est pour ça notamment qu'au niveau de cette formation en tutorat, on passe en revue ces différentes fonctionnalités pour qu'aussi on puisse se dire oui, mais tiens, là finalement, moi en tant que tuteur, je proposerais peut-être bien un wiki ou je sais pas moi, un forum, etc. Ça, mais en sachant alors si on a le droit de pouvoir installer, enfin rendre accessible cet outil ou ça. Donc tout ça veut dire aussi que ça doit se négocier
avec les autres personnes qui ont des rôles différents. Si je suis moi-même administratrice de ma plateforme, je peux me donner tous les droits. Mais il faut se rendre compte de ce qu'on peut faire et pas faire au niveau des outils. Donc ça dépendra aussi des contextes. Oui, donc des outils beaucoup plus à choisir, beaucoup plus en fonction de ce que l'on a à faire. Peut-être aussi des facilités d'usage que les tuteurs et les apprenants peuvent avoir par rapport à tel ou tel outil, et pas forcément se contenter des outils de la plateforme, mais puis même dans ton cas, tu as précisé que vous utilisiez plusieurs plateformes. Je pense que ça devait répondre à certaines contraintes aussi en termes d'usage pour les apprenants. Alors, il y a eu un petit débat dans le chat. Bon, ça a commencé, on se posait la question de savoir combien il y avait de tuteurs en France. Alors, je suis pas sûr que tu puisses nous répondre. Peut-être tu peux nous répondre pour la Belgique, mais je suis pas sûr non plus. En fait, c'est bien compliqué d'arriver à déterminer le nombre de tuteurs, d'autant plus que c'est souvent une fonction seconde et que les individus ne se déterminent pas d'abord comme tuteurs, mais plutôt comme formateur ou comme enseignant, et puis voilà. Donc néanmoins, on peut considérer que un certificat comme celui que tu as mis en place va pouvoir mieux faire émerger ce métier de tuteur. Viviane Glinkman, qui fera une conférence d'ici quelques temps sur cette question, est-ce que le tutorat c'est un métier ou pas, indique que la présence d'un métier est aussi liée au fait qu'il y ait une filière de formation initiale à ce métier ou pas. Donc on pourrait considérer que là, en l'occurrence, tu es très pionnière à travers ce certificat universitaire. Mais alors, au-delà de ça, lors de ce débat, finalement, on disait, ouais, mais il faut pas penser qu'aux Français, il y a aussi beaucoup de tuteurs en Afrique, notamment à travers les dispositifs que met en place l'AUF. Et finalement, est-ce que pour former tous ces tuteurs, il ne serait pas utile de créer un MOOC sur le e-tutorat. Alors, je rappelle que le MOOC, c'est un dispositif qui se veut massif, qui peut gérer plusieurs milliers, dizaines de milliers, centaines de milliers d'apprenants. Est-ce que, selon toi, les pédagogies qui peuvent être mises en place dans le MOOC aurait une certaine cohérence avec ce que toi tu as voulu faire et comme tu nous l'as bien précisé sous le principe de l'isomorphisme, ou est-ce que ça te paraît peut-être une idée intéressante d'avoir un MOOC sur le tutorat, mais ça devrait être tout à fait autre chose que ce que tu as fait toi? La question des MOOC, à nouveau, on trouve ce côté massif fait souvent que ce qu'on trouve dans ces dispositifs, c'est beaucoup d'informations, et puis on compte beaucoup sur l'autonomie des participants pour s'organiser, se réguler entre eux. Il y a pas mal aussi de pertes en route, quoi, on va dire d'abandon, ou bien simplement des personnes qui venaient peut-être voir de quoi il s'agissait, puis s'en vont. Ça, on ne sait pas encore tout à fait dire, mais on peut se dire que s'il y a énormément de personnes qui ne vont pas jusqu'au bout des cours en question, c'est peut-être parce qu'ils n'étaient pas... J'étais plus touriste qu'autre chose. Ici, on est dans ce dispositif, on a bien vu, c'est pas des touristes, il y a quand même des conditions à l'entrée. Alors, dans les MOOC, justement, je trouve que ça manque de tuteurs. Mais naturellement, comme c'est très massif, il faudrait des massifs tuteurs. Je sais pas comment dire. Donc, je crois toujours à la force du tutorat. Et en tout cas, un minimum de régulation, de possibilité de faire appel à un tuteur. Sinon, c'est vrai qu'il y a aussi des régulations qui peuvent se faire indépendamment du thème. Certaines personnes, j'ai entendu dire par certains, j'ai suivi
des cours, un MOOC à propos du problème, des dangers, disons, du web. Hein. Puis là, on était un groupe et puis on s'est vite rendu compte pour l'activité suivante, on savait qui travaillait un peu sérieusement et on s'est arrangé pour aller dans le groupe suivant. Donc ici, c'est pas alors que dans un dispositif un dispositif de formation, hein, d'apprentissage, dans un dispositif d'apprentissage à distance. Moi, je vois ça quand même comme quelque chose d'assez soutenu avec une certaine... enfin, on commence et on termine normalement. Et on termine en ayant appris des choses. Donc, il faut pouvoir essayer de monitorer un petit peu le processus. C'est pas que je fasse pas confiance aux apprenants, mais je crois que on risque d'en perdre pas mal en route et on fait vraiment l'hypothèse aussi que tout le monde est capable de gérer de façon autonome ses apprentissages, d'adopter directement un outil technologique. Je sais bien que c'est de plus en plus, mais je crois quand même, si on voit là, au niveau si je reprends Carré, hein, Carré et Born avec les piliers d'auto-formation. Ouais, bah, se donner un projet, oui, mais est-ce que dans les MOOC, ce sera lié sur le projet, hein, ouais. Est-ce que il y a ce mécanisme de préformation en termes méthodologiques, en termes technologiques, est-ce qu'il sera vraiment présent ou pas? Bon, pourtant, dans les dispositifs d'e-learning, on voit que c'est quand même encore assez souvent important de passer par une phase de familiarisation avec le dispositif. À nouveau, ça dépend du public cible, ça dépend de pas mal de choses. C'est pour ça aussi qu'ici, on fait décrire le dispositif, on fait décrire les différents acteurs pour avoir une vue systémique et de pouvoir se situer en tant que tuteur là-dedans. Alors, c'est vrai qu'on peut imaginer un dispositif plus en autonomie, qu'on peut l'imaginer plus complètement à distance, mais je crois que pour avoir un certain rythme, et notamment pour pouvoir faire en sorte d'avoir des activités collaboratives à certains moments, individuelles à d'autres, pouvoir progresser, il y a quand même un minimum de cadre à donner. Mais merci beaucoup, Brigitte. Alors, on aura l'occasion de réaborder cette question parce que je pense que faire un MOOC sur le tutorat nécessiterait au moins d'avoir mieux réfléchi sur ce que pouvaient être les services d'accompagnement des apprenants dans ces dispositifs. Et alors, bon, je tiens à vous signaler la publication d'une synthèse d'un atelier que nous avons réalisé à la Téléuniversité du Québec cet été. Donc cette synthèse est disponible sur le blog de TAD et où nous faisons un certain nombre de propositions sur ce que pourrait être le dimensionnement de l'accompagnement dans les MOOC. Et puis bien évidemment le 25 novembre nous aurons notre table ronde qui traitera précisément du tutorat dans les MOOC avec des acteurs, aussi bien des initiateurs que des apprenants de MOOC français. Encore merci beaucoup Brigitte, merci pour votre participation, votre présence, les questions que vous avez pu poser. Alors on n'a pas forcément pu toutes les relayer, nous vous prions de nous en excuser. Nous vous donnons rendez-vous dès jeudi prochain où nous aurons cette fois l'occasion d'accueillir Katia Papi qui nous parlera d'une modalité particulière de tutorat à distance, le tutorat de pair. Je vous remercie encore pour votre participation et à très bientôt.